Manu France, c'est fini, la liquidation judiciaire a été prononcée. René Monory explique la position du gouvernement en direct dans ce journal. Le procès de l'autodéfense, le boulanger de Florange est acquitté. Série d'alertes à la bombe, le ministre de l'Intérieur craint la déstabilisation. Messieurs, bonsoir. Elle ne sera jamais centenaire. La Manu, comme l'appelle familièrement et avec affection tous les employés de Manu France et tous les Stéphanois, va mourir dans sa 95e année. C'est le tribunal de commerce qui a signé ce matin le premier paragraphe de l'acte de décès, en décidant donc de la liquidation des biens de la société nouvelle Manu France, ce qui automatiquement entraîne le licenciement des 1875 salariés de l'entreprise. Voici la première réaction de la CGT. Nous sommes convaincus que Manu France pourra repartir avec une autre solution, peut-être, mais ça signifie bel et bien l'arrêt des activités. L'intersyndicale a pris des mesures? L'intersyndicale a pris des mesures. On prévoit d'abord ce soir une délégation à la préfecture à 6 h, puisqu'on a un rendez-vous avec le préfet. Et dès demain, je pense qu'il devra y avoir quelque chose de proposé sur Paris en délégation. Mais ça, c'est les confédérations. On va joindre nos confédérations pour voir si on peut mettre quelque chose sur pied pour dès demain. Un nouveau mouvement d'ampleur nationale? Un mouvement d'ampleur nationale demain, non, mais dans l'avenir, oui. Le problème est maintenant de savoir si une partie du personnel peut être réembauchée par un nouvel acquéreur. Mais quoi qu'il en soit, on comprend la colère de ces Stéphanois. Tant de gens sont venus leur faire des promesses, tant d'hommes politiques, tant de docteurs miracles qui n'avaient rien dans leur valise, tant de PDG qui se sont succédés dans les 10 dernières années du règne de la Manu, cette entreprise créée en 1885 par un jeune Stéphanois qui n'avait que 23 ans. Patricia. Manu France, avant le gâchis, c'était une très belle affaire. Étienne Mimard, son fondateur, un commerçant de génie. Le premier, il y a un siècle, à avoir eu l'idée en Europe de la vente par correspondance sur catalogue, ce qui lui permettra en plus d'écouler ses produits. Et ces produits, c'étaient les meilleurs de France à l'époque. Les fameux fusils, les bicyclettes, les machines à coudre. Autre fleuron, le chasseur français. La grandeur dure jusqu'en 1944, année de la mort d'Étienne Mimard, qui demandera, vœu un peu dérisoire si l'on pense à aujourd'hui, à être enterré debout face à l'usine. Ensuite, ce sera une quasi-absence de gestion pendant 25 ans. 2 familles au poste clé à tour de rôle, des investissements minimes, des salaires de complaisance énormes, des avantages syndicaux ruineux. L'immobilisme touche aussi la municipalité, actionnaire depuis la mort du fondateur. Et petit à petit, l'outil de production vieillit inexorablement face à la concurrence. Début des années 70, la situation est enfin estimée alarmante. Le politique prend alors le relais de l'économique. Michel Durafour, maire de Saint-Étienne, présente un premier homme providentiel, André Blanc. 2 ans pour élaborer un plan, 2 ans pour dire démantèlement, licenciement. Et la mairie vire à gauche. Les PDG se succèdent alors à un rythme accéléré. Henri Fonvielle, Jacques Petit, de nouveau Henri Fonvielle, Jean Hamon et François Gadoclé. Mais pas d'investisseurs pour tous ces PDG, au plan sans bistouri, avec comme actionnaire majoritaire une municipalité communiste. Gadoclé, lui, à son arrivée, fera bien admettre 334 licenciements, mais ce n'est pas encore assez pour faire venir les fameux investisseurs. Et quand 10 mois plus tard, il proposera la fermeture de tout le secteur production et 1300 licenciements, là, ce sera trop pour les syndicats et la mairie. Et il démissionnera sous les huées. Arrive alors M. Mestry, dans une société qui va vite être occupée par son personnel, car cette fois le tribunal l'a jugé tellement en faillite qu'il l'a mise en règlement judiciaire. Manu France, l'ancienne, est suspendue ainsi que ses dettes et se loue à la société nouvelle Manu France, créée in extremis. 600 suppressions d'emplois, mise en pré-retraite, reconversion. 1 an passe, tout va bien, d'après M. Mestry, ce qu'on ne peut vérifier puisqu'il ne fournit aucun compte. Petit signe, braderie en février 80 pour pouvoir imprimer le catalogue. En mars, retard dans la paye des ouvriers. Et en mai, le conseil d'administration ne fait plus confiance à M. Mestry, qui, il est vrai, n'a toujours pas fait entrer de nouvel investisseur. Et le démissionne. Ce sera ensuite cet été, l'été des conseils d'administration fleuve. Sera examiné alors et déjà, et repoussé, le plan de M. Tapie, l'homme qui a racheté les châteaux de Bocassa. Examiner aussi le plan de M. de Saint-Just, qui, s'il avait été estimé satisfaisant, aurait pu recevoir 150 millions des pouvoirs publics. Très tardive bouteille d'oxygène pour une moribonde. Que désertent les uns après les autres les membres du conseil d'administration.
On croit que tout est fini quand M. Dumas, homme d'affaires bordelais, propose 300 millions en provenance de Suisse, qu'on ne verra jamais. Reste M. Tapie qui a réussi à se faire nommer PDG de l'ancienne société, ses licenciements et son démantèlement. Bilan, dette 500 millions pour l'ancienne société, 190 millions pour la société nouvelle, celle qui a disparu aujourd'hui, près de l'État 30 millions, effectif 4000 personnes hier, 1875 aujourd'hui, les seuls dont on n'est jamais remis en cause les qualités de sérieux. René Monory, on l'a vu, voilà bien 5-10 ans que l'on sait que Manu France boite. Alors pourquoi n'intervenir qu'aujourd'hui, si tardivement? Pourquoi n'avoir pas tiré la sonnette plus tôt? Écoutez, alors c'est pas moi qu'on peut dire cela, car j'étais au ministère de l'Industrie il y a 3 ans et j'avais proposé aux interlocuteurs un certain nombre de possibilités. Aujourd'hui, c'est un peu un sentiment de tristesse que j'ai parce que probablement on aurait pu trouver sans doute des plans, mais lorsque, au mois d'août dernier, les pouvoirs publics ont offert une solution financière importante, compte tenu naturellement de la présentation d'un plan, eh bien à ce moment-là, les administrateurs ont quitté Manu France et jamais nous l'avons eu entre les mains de plans. Ce que je regrette un peu, c'est ces dernières semaines où on a donné l'espoir, on a agité un peu l'opinion publique avec malheureusement pas grand-chose entre les mains. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que vous dites que le gouvernement veut venir en aide à Saint-Étienne. Vous avez attendu pour ça que les 1800 ouvriers soient licenciés. Comment pouvez-vous dire? Ce n'est qu'aujourd'hui. Nous avons déjà versé à plusieurs reprises des sommes à Manu France et nous avons offert à plusieurs reprises le concours de l'État. Mais naturellement, l'État n'avait pas à prendre en gestion directe Manu France. Il fallait avoir un plan. Et ce plan, nous ne l'avons pas eu. Et je regrette qu'on n'ait pas cherché suffisamment tôt, secteur par secteur, activité par activité, les possibilités de reprise. Alors qu'est-ce que vous allez faire ce soir maintenant que les ouvriers sont licenciés? Eh bien ce soir maintenant, la première chose c'est d'essayer d'atténuer en quelque sorte les difficultés pour les employés. Nous avons mis sur pied déjà depuis quelque temps un plan pour Saint-Étienne et sa région qui va voir aboutir immédiatement ou dans les 2 ans la création à peu près de 1900 emplois. En ce qui concerne Manu France, les propositions que j'avais faites au nom du gouvernement concernant une aide financière restent valables. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais restent naturellement valables pour accompagner tout plan, tout repreneur qui, pour telle ou telle activité, serait capable de remettre en place tel ou tel secteur. Mais pour l'instant, il n'y a plus de patron ce soir. Il n'y a plus de patron, mais il y a déjà quelque temps qu'il n'y a plus de patron. C'est pas ce soir qu'il n'y a plus de patron, il y a déjà quelque temps, puisqu'il y avait un administrateur judiciaire qui gérait Manu France, enfin qui le gérait entre guillemets depuis quelque temps. Donc, aujourd'hui, la solution est la suivante, enfin la solution possible, c'est d'essayer de retrouver activité par activité des repreneurs, de trouver des solutions durables, peut-être, je n'en sais rien, avec un personnel adapté. Et pour ceux qui n'auraient pas l'emploi dans ces nouvelles structures, eh bien, nous allons mettre en place des systèmes de formation pour pouvoir convertir un certain nombre d'ouvriers vers d'autres activités. Mais je peux vous dire que des mesures tout à fait sérieuses sont prises pour Saint-Étienne et pour sa région, de telle façon que l'emploi ne trouve pas de grandes difficultés dans les prochains mois. Vous vous engagez ce soir sur le plateau d'Antenne 2 à ce que les 1800 ouvriers soient réembauchés? Je m'engage à ce que des implantations industrielles de toute nature soient décidées dans la mesure naturellement où nous trouverons les candidats, mais nous en avons déjà. La DATAR a déjà proposé, a déjà réussi, je vous dis, à peu près l'équivalent de 1900 emplois maintenant et dans les 2 ans. Et en ce qui concerne Manu France, je m'engage bien entendu à accompagner pour telle ou telle activité, tel ou tel secteur, tout plan crédible, solide, qui permettrait de reprendre l'activité. Car ça va coûter cher. Je ne sais pas ce que ça coûtera, mais nous sommes prêts au niveau des pouvoirs publics pour sauver le plus possible d'emplois et pour sauver l'économie de la région de Saint-Étienne, à faire les efforts nécessaires, à condition, comme je l'ai toujours dit depuis 3 ans, d'avoir des interlocuteurs. Dernière question plus personnelle, René Monory. Dans cette danse de mort autour de Manu France, on a incriminé les hommes d'affaires plus ou moins sérieux, les hommes politiques qui ont utilisé l'affaire et le gouvernement. Vous vous sentez coupable? Je ne me sens pas du tout coupable parce que j'ai toujours dit la vérité, et cela depuis 3 ans. Par contre, j'étais très triste et je dirais un peu amer de penser que telle ou telle proposition fantaisiste pouvait retenir l'attention, je dirais un peu trop longtemps, et rien de pire que de donner l'espoir aux hommes et ensuite de les décevoir, et c'est ça ce qui me rend triste ce soir. Je vous remercie. Il faut ajouter à l'atmosphère empoisonnée de la ville ce soir des dissensions dans la municipalité de Saint-Étienne entre communistes, radicaux de gauche et socialistes. Le PC qui fera connaître sa position demain dans Antenne 2 à 19h45, c'est-à-dire dans l'émission Les partis politiques ont la parole.
Autre secteur en position délicate, le textile. Depuis plusieurs années, on a assisté à de nombreux licenciements, dus en partie à une concurrence accrue. À l'étranger, on fabrique pour beaucoup moins cher. Mais il semble qu'il y ait là une volonté politique de maintenir cette industrie parmi les premières de France. C'était en tout cas ce que disait le chef de l'État lors de son voyage dans le Nord il y a 10 jours. C'est ce qu'a répété aujourd'hui aussi le Premier ministre à l'Assemblée en réponse à une question de Philippe Séguin sur le plan Vosges. Et aujourd'hui, les premiers groupes de travail se sont mis en place. Une enquête de Jacques Merlino. Ne vous laissez pas séduire par le sourire de ce mannequin, car malgré tout son charme, il ne peut empêcher que l'industrie française du textile va mal. Cette industrie va mal pour deux raisons. La première est que du fait de la baisse du pouvoir d'achat, nous achetons de moins en moins de vêtements ou de linge de maison. Actuellement, notre consommation diminue de 1 à 2% par an. La seconde raison est que cette baisse de consommation s'accompagne d'un boom des importations. Plus de la moitié du textile que nous achetons en France vient de l'étranger. Résultat, il y a de moins en moins d'emplois, plus de 50 000 emplois ont été supprimés en 5 ans, et nos échanges extérieurs deviennent déficitaires. Pour 1980, on s'attend à ce que ce déficit soit de 5 milliards de francs. Alors d'habitude, quand on évoque ce genre de problème, on dit toujours c'est la faute au tiers-monde. Ce tiers-monde qui fabrique des chemises à 5 francs ou des costumes à 100 francs. En vérité, quand on regarde les chiffres de près, on s'aperçoit que cette réponse est fausse. Elle est fausse parce que en vérité, 20% de nos importations viennent des pays pauvres et 80% viennent de pays industrialisés comme les États-Unis, l'Italie ou l'Allemagne. Cette prise de conscience a conduit le gouvernement à adopter pour l'industrie du textile une politique tout à fait différente. Le gouvernement a dit, puisque ce n'est pas le tiers-monde qui vient ainsi nous voler nos emplois, puisque ce sont nos concurrents comme les États-Unis ou l'Allemagne, eh bien, il faut aller les battre sur leur terrain avec les mêmes armes. Alors, tandis qu'ici tout est charme et sourire et que l'on s'efforce sous un air de légèreté d'oublier toutes ces difficultés, le ministre de l'économie, M. Monory, et le ministre du commerce extérieur, M. Cointat, réunissaient cet après-midi, dans un cadre plus austère, une centaine d'industriels pour étudier avec eux la contre-attaque. Celle-ci, qui s'inscrit dans le prolongement des mesures annoncées il y a 10 jours par le président de la République, repose sur deux idées forces, l'innovation et le financement des investissements, avec une décision capitale, puisque l'industrie textile est devenue aujourd'hui un secteur stratégique comme la robotique, la téléinformatique ou l'industrie de l'espace. Une décision qui devrait donner une meilleure figure à ces courbes. Troisième secteur fragile, l'acier. Le président en exercice des 9, Gaston Thorn, envisage la convocation pour samedi à Luxembourg d'un conseil des ministres spécial des 9 à la suite du veto allemand à la proclamation d'un état de crise manifeste dans la sidérurgie européenne. Dans l'agriculture, le point sensible reste toujours l'élevage du veau. Un mois après le début de la campagne de boycottage, le laboratoire central d'hygiène qui a procédé à des analyses a découvert qu'un veau sur 4 était encore aux hormones. Mais au-delà de cette affaire, il faut savoir que 80% des veaux élevés en batterie, c'est-à-dire industriellement, sans jamais avoir vu le jour, le sont sous contrat. C'est ce que l'on appelle l'élevage intégré. Écoutez bien ce témoignage d'un éleveur qui a osé et qui surtout a pu dire non à cette forme d'élevage qu'on lui imposait. Ce reportage de Jean-Louis Calmejane et de Jean Villa nous fait comprendre beaucoup de choses. Bien, pour élever des veaux, j'ai été contraint de passer un contrat avec une entreprise agroalimentaire. Alors un contrat, j'en ai un ici, là, hein. Je peux vous lire quelques articles et je peux vous dire qu'ils ne sont pas à attendre. Comme de très nombreux éleveurs, Robert Charrier a donc signé un contrat pour élever des veaux. Aujourd'hui, il déchante car il n'a aucune initiative sur la marche à suivre de son élevage. Alors, on vous amène les veaux, sont ceux-là, c'est pas d'autres, vous n'avez pas d'objection à faire, vous devez élever ces veaux-là. Les soins vétérinaires sont dispensés exclusivement par l'entreprise agroalimentaire. En général, c'est un vétérinaire qui fait une grande contrée, qui est attaché à l'usine et qui vient de 150 à 200 km par n'importe quel temps et n'importe quel moment. Il vient chez vous, vous devez le laisser rentrer. Le laisser rentrer et le laisser faire aussi, lui ou les techniciens de l'entreprise agroalimentaire. Et cela, Robert Charrier ne l'a pas admis. Aujourd'hui, il n'a plus de contrat. Pourquoi avez-vous quitté l'industrie agroalimentaire qui vous fournissait les veaux? Mais c'est que je ne l'ai pas quitté, c'est qu'on m'a mis dehors, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai refusé à ce qu'on implante les veaux, quoi. Et comment vous l'avez su qu'on implantait les veaux? Le vétérinaire ou le technicien, ils rentrent quand ils veulent dans les étables. Et puis je me suis bien aperçu qu'il y avait quelque chose de pas normal. À un certain moment,
on passait leur faire 5 cc de néomycine base, on me disait, si vous voulez, et puis on s'apercevait que quelques temps après, on vous mettait un autre aliment, et puis on vous disait, ben voyez, ça a bien marché, ils avaient poussé miraculeusement. Risqué de ne plus avoir de contrat, Robert Charrier, lui, peut se le permettre, car son élevage de veaux n'est pas sa principale activité. Sur son exploitation de 40 hectares, il a d'autres sources de revenus. Mais les autres éleveurs, ceux qui ne font que l'élevage du veau et qui ont beaucoup investi dans cet élevage, sont obligés de respecter le contrat. Alors en plus, on vous dit, ben, vous comprenez, chez tel autre éleveur, nous avons des résultats techniques meilleurs, hein, à partir du moment où on accepte tel mode d'élevage. Hein, interdit ou pas interdit, vous comprenez, mais on accepte tel mode d'élevage. Alors à partir du moment où on accepte de frauder, ben, vous faites des gains supérieurs et on vous dit, ben, vous gagneriez plus. Alors si vous voulez gagner votre vie, ben, vous fraudez, autrement on ne peut pas vous payer. Est-ce que c'est vous qui faisiez les piqûres d'hormones? Ah non, absolument pas. Hein. Ça c'est le vétérinaire ou le technicien, mais enfin moi j'ai vu le vétérinaire le faire. Hein. Et comment pratiquait-il? Oh, ben, de toute façon il le pique au cou, hein, ici. Alors à quoi distingue-t-on un veau, à première apparence, comme ça, un veau hormoné d'un veau qui n'a pas reçu d'hormones? Oh, ben ça, tout le monde le sait, et tous les éleveurs le savent, hein, il n'y a rien de plus facile. Vous voyez bien, celui-ci, bon, ben, il n'a pas de tissu, il n'a pas de viande sur les... Ici, il n'a pas de bajou, là. Alors, les veaux implantés, bon, ben, ils ont une tête énorme, ils ont les yeux gonflés, on voit que c'est gonflé partout, quoi. Pourquoi vous avez signé un contrat comme ça? Eh ben, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, vous comprenez. C'est impossible de faire autrement, vous trouverez aucune firme. Toutes les firmes se sont mises d'accord pour apporter des contrats comme ça, et il y a pire que ça. Parce que vous avez des contrats, par exemple, où vous devez sortir un nombre de kilos. Mais un contrat comme ça, c'est de toute façon une sécurité pour vous, éleveurs. Mais c'est pas une sécurité du tout, parce que de toute façon, on prend toutes les mortalités à notre charge quand il y en a, puisqu'on peut nous dire qu'on considère que c'est nous qui pouvons être responsables. D'autre part, on nous accuse de produire une marchandise de mauvaise qualité, alors que vous pouvez quand même constater qu'on n'y est pour rien, parce qu'on ne maîtrise pas l'entrée du nourrisson, on ne maîtrise pas le veau à la sortie, on ne maîtrise pas la technique, et c'est pas nous qui fabriquons l'aliment. Alors je vois pas bien comment on peut fabriquer, nous, une mauvaise marchandise, on est des façonniers, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour que ça change? Qu'on interdise absolument l'emploi total de tous les estrogènes. Ben ça y est, c'est fait. L'Europe va décider ça. Est-ce que, à votre avis, ça va changer quelque chose? Ben, je pense que ça va changer si on renforce les contrôles et puis si les contrôles sont vraiment efficaces. À partir du moment où tout le monde élèvera dans les mêmes conditions techniques, eh bien, à partir d'un veau de 50 kg, quand il aura consommé 200 kg d'aliments, on arrivera à la sortie avec un produit de qualité qui n'aura pas eu d'estrogène et on retrouvera à peu près la même qualité chez tout le monde. Donc une sécurité pour l'éleveur, une sécurité pour le consommateur. Une sécurité pour l'éleveur et une sécurité pour le consommateur. Et tant que ce ne sera pas fait, ce sera exactement comme on en est actuellement. Les chauffeurs de taxi ont obtenu satisfaction. Les députés ont adopté le principe de détaxe du carburant dans la limite de 5000 litres par an et par véhicule. Les députés qui, par ailleurs, viennent d'adopter le budget de la recherche en croissance de 17%. Ils ont également entendu en début d'après-midi Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, réaffirmer que 2 policiers étaient bien affiliés à l'extrême droite. Mais dans le même temps, le syndicaliste José Deltorne confirmait ses dires. C'est bien de 30 policiers qu'il s'agit. Nous ne retirons rien à ce que nous avons dit. Puis un peu plus tard, sur Europe 1, Christian Bonnet a évoqué la menace d'une tentative de déstabilisation en France si des attentats comme celui de la rue Copernic se reproduisaient. Et de fait, il y a une certaine psychose de l'attentat en ce moment. Par exemple, à la Bourse de Paris, c'est ainsi qu'à la suite d'une alerte à la bombe, il n'y a pas eu de séance de cotation aujourd'hui. Pierre Fauque. Une image inhabituelle, celle des agents de change et employés de la Bourse attendant sur le parvis que soit terminée la fouille du Palais Brognard après l'alerte à la bombe de ce matin. Une certaine inquiétude dans les propos du personnel, renforcée par la tentative d'attentat de lundi, qui aurait pu être une catastrophe puisqu'une bombe de 5 kilos avait été découverte dans les locaux. L'intersyndicale estimant que les recherches n'étaient pas assez minutieuses et les garanties de sécurité insuffisantes, les cotations ont été suspendues aujourd'hui contre l'avis des agents de change. Pas de cotation. La sécurité n'est pas assurée, l'intersyndicale vous demande de ne pas rentrer. Intervention de la police ce matin à la Bourse du Travail d'Amiens pour saisir le matériel de Radio La Fleur, une radio libre de la CGT.
Hier, le Parti socialiste était venu au grand complet, 78 députés et 40 sénateurs conduits par François Mitterrand pour défendre les socialistes inculpés à Toulouse dans une autre affaire de radio libre. Le PS qui aujourd'hui commande surtout la décision de Jean-Pierre Chevènement d'être candidat à l'investiture dans la course à l'Élysée. Décision annoncée hier au grand débat de TF1, à la condition bien sûr que François Mitterrand ne soit pas candidat. Du côté du PC, eh bien, un contestataire communiste, Jean Quéhaillan, dans son dernier livre, appelle les militants de son parti à ne pas voter pour Georges Marchais. Quant à Jacques Chirac, eh bien, tout à l'heure, à France Inter, dans Face au public, il ne s'est pas engagé sur le fait de savoir s'il serait ou non candidat, mais il a répété qu'il n'y avait plus, à son sens, de majorité en France aujourd'hui. Nous évoluons petit à petit vers un système où il n'y a plus de majorité, ni actuelle, ni virtuelle. Ce qui se passe au sein de la majorité actuelle le démontre, ce qui se passe au sein de l'opposition le confirme. Or, je crois que nos institutions ne sont pas faites pour fonctionner avec un tel système. Et je crois par conséquent que demain, nous serons bien obligés, d'une façon ou d'une autre, de prendre conscience de la nécessité, soit de changer les institutions pour les adapter à cette situation nouvelle, et qui est, à mon avis, la conséquence la plus grave de la politique qui a été menée depuis plusieurs années, soit, au contraire, de reforger une majorité, quelle qu'elle soit. Mais pour autant, il est ridicule, a-t-il ajouté, de parler de convergence du RPR avec le Parti socialiste. Avis favorable de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris pour l'extradition de 7 jeunes Italiens accusés d'appartenir au mouvement d'extrême gauche Prima Linea. Et puis demain, devant la Cour d'assises de Paris, un procès dont on parlera sans doute beaucoup, celui de Philippe Maurice, un permissionnaire qui, au lieu de regagner sa cellule, avait tué 2 policiers au cours d'un contrôle. Paul Lefebvre. Oui, ce procès s'insère d'une manière dramatique dans l'actualité pour 3 raisons. D'abord, Philippe Maurice, 26 ans, est un garçon qui est passé directement de la petite délinquance à la haute criminalité. En cherchant à voler des postes de voiture, il a abattu en septembre 79 un vigile. Bien entendu, recherché, il a été repéré par une voiture PI 3 mois plus tard, le 7 décembre 79. Il a franchi un contrôle en force en compagnie d'un ami d'enfance, Serge Attuil, même profil de délinquant. Les 2 policiers abattus n'avaient même pas dégainé leurs armes. Deuxième volet, au moment des faits, Philippe Maurice était un permissionnaire en cavale. Il illustre parfaitement donc les bavures de cette expérience de permission. Je vous rappelle, 12 000 permissions de sortie en moyenne par an, 40 infractions par des permissionnaires, 4 crimes. C'est peu au regard des chiffres, c'est beaucoup au regard de l'opinion. On constate que 2% des permissionnaires condamnés à plus de 5 ans de prison commettent des infractions. C'est donc à cette catégorie de condamnés que vont s'appliquer les mesures décidées par le procureur général de Paris, M. Sadon. Pas de permission pour ceux qui ont commis leurs crimes, les armes à la main. Dernier volet, la peine de mort. Philippe Maurice, évidemment, risque sa tête. Jusqu'à présent, les jurés avaient reculé, avaient écarté la peine capitale. La semaine dernière, vous en souvenez, à Saint-Omer, 2 condamnations ont été prononcées. Alors s'ajoute dans l'éventail des réactions des Français l'acquittement par la cour d'assises de la Moselle hier d'un boulanger qui a abattu un petit voleur de 13 ans qui s'enfuyait après avoir brisé une vitre. Les 2 décharges ont été tirées sur l'enfant alors qu'il se trouvait, cet enfant, hors de la propriété du boulanger. Légitime défense, a-t-on conclu néanmoins. Alors un procès n'est jamais un test de l'opinion générale, mais il n'en reste pas moins que le verdict prévu pour mardi soir sera un argument supplémentaire pour le garde des Sceaux dans le débat au Sénat le 4 novembre sur le texte Liberté et Sécurité. L'actualité à l'étranger, rien de neuf quant au sort des otages américains en Iran. Le débat est reporté à dimanche au Parlement, malgré la bonne volonté presque pathétique de Washington à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. Pologne, eh bien, le syndicat indépendant Solidarité Paysanne n'est toujours pas enregistré et pendant ce temps, 34 membres d'un autre syndicat libre ont entamé une grève de la faim à Varsovie. Et puis pour la première fois depuis son accession à la tête du PC polonais, Stanislas Kania a eu un entretien avec le cardinal Wyszynski. Algérie, enfin, dans quelques secondes, un homme dont le visage vous a été longtemps familier, le nom surtout Ferhat Abbas. Il sera notre invité samedi dans Antenne de Midi, mais dès ce soir, il commente le livre qu'il vient d'écrire, Autopsie d'une guerre. Ferhat Abbas, dans l'historique des rapports entre la France et l'Algérie, estime que l'ambiguïté remonte à bien longtemps. Toujours vécu sur une équivoque et sur un malentendu.
Quel était l'équivoque alors? Expliquez-vous vraiment. L'équivoque, c'est que vous avez déclaré en 1834 que l'Algérie était annexée et qu'elle est devenue territoire français et que nous, indigènes, nous devenions français. Mais nous ne sommes jamais devenus. La Savoie a été annexée bien après l'Algérie et les Savoyards sont devenus français. Nous pas. Ça, c'était votre première idée, au fond, qu'il fallait faire des Algériens, des Français non musulmans, des Français musulmans, comme on a dit plus tard, qu'il fallait faire de ces Français musulmans des citoyens français. C'était votre première idée. C'est mon première idée. Et c'est l'idée à peu près de la majorité des Algériens. Il ne faut pas croire que c'est une idée qui m'est particulière. C'était l'idée à peu près de tous les représentants de l'Algérie. Et vous croyez que c'était possible, ça, de prendre des gens comme les Algériens, qui ont une civilisation, qui sont musulmans? À la condition, moi j'étais partisan, je suis parti de ce point de vue, que l'Algérie devait avoir une province musulmane. Et que la culture française nous permettait de coexister avec le christianisme et le judaïsme et d'échapper à l'héritage du Moyen-Âge, des croisades, des luttes religieuses. Il fallait s'en sortir. Et j'ai tout apporté. Ma lutte a consisté à réconcilier les trois religions monothéistes et de faire, d'une part, et d'autre part, de faire coexister les races diverses en Algérie, à la condition de respecter l'islam en Algérie. Bon, en somme, tout le monde citoyen français, votant pour les mêmes assemblées, dans les mêmes collèges électoraux, mais avec son identité, alors. Oui, avec son identité. Ce qu'a fait le général de Gaulle avec le collège unique. Mais il a fallu 3 ans de guerre ou 4 ans de guerre. Et c'était trop tard à ce moment-là? C'était trop tard. Et la guerre d'Algérie, c'est la guerre qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Mais vous ne pensez pas que l'Algérie aurait évolué quand même vers une indépendance? Elle aurait évolué vers l'indépendance, mais multiraciale. Les Français d'Algérie étaient déjà des Algériens au même titre que nous. Ferhat Abbas sera donc notre invité samedi à 12h45. Mission accomplie sont les premiers mots de Valéry Giscard d'Estaing à son retour de Chine. Le chef de l'État est satisfait d'avoir pu contribuer à enrichir les rapports politiques, économiques, scientifiques et culturels entre les deux pays. Notre contribution à cet échange culturel, ce sera ce regard insolite de Christian Hiroux sur une nuit de Chine à Pékin, un soir en se promenant avec nous et surtout avec sa caméra. Il a entendu une étrange chanteuse. Et une simple chanteuse des rues, et je crois que c'est une Chine que peu de gens connaissent. Le football, vous savez que 3 équipes sont en lice ce soir. Nantes et Sochaux vont commencer dans 4 minutes. Saint-Étienne a déjà commencé. 0-0 à la mi-temps contre Saint-Mirren. L'équipe écossaise, on me dit que Saint-Étienne ne mène pas, donc, mais au score n'arrive pas à concrétiser une domination qui paraît évidente aux spécialistes. Le tiercé, eh bien, vous allez voir s'inscrire les pronostics de Pierre Bresse pour le tiercé de demain. C'est un quartet, pardon. Le 4, le 14, le 6, le 15, le 5
et le 8, donc ce quartet de Saint-Cloud. Quant au loto, les chiffres apparaissent à leur tour. Le 6, le 36, le 39, le 41, le 46, le 48 et comme numéro complémentaire, le 23. Le temps est maintenant de découvrir la météo. Pour demain, eh bien, je ne suis pas très optimiste. Vous voyez beaucoup d'averses, beaucoup de nuages un peu partout sur le pays, surtout sur l'Est. Le matin, les régions méditerranéennes bénéficieront quand même d'éclaircies malgré des passages nuageux. Et le soir, la météo nous annonce qu'une nouvelle zone pluvieuse intéressera les régions proches de l'Atlantique. Enfin, intéressera, c'est une façon de parler. C'est ainsi que parle la météo nationale. Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude tout à fait en fin de programme, vers 23h30, après un très beau portrait de Samson François, qui est mort il y a maintenant 10 ans. Et puis demain, l'invité d'Antenne de Midi, à 12h45, sera Jacques Chaban-Delmas. Bonsoir à tous, à demain à 20h si vous le voulez bien.